Ce n'est pas parce qu'un sujet est difficile à aborder qu'il ne mérite pas d'être discuté. C'est le silence qui fait prospérer les malentendus et les préjugés. Nous sommes heureux de vous retrouver après cette période estivale. Bonjour, je suis Paul Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Carte sur table. Comme souligné en introduction, nous allons mettre carte sur table sur un sujet difficile. Dans le cadre de cette rentrée scolaire, nous allons aborder un phénomène qui touche de nombreux élèves, quel que soit leur niveau, leur environnement, le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des jeunes à travers des témoignages poignants, des experts en coaching et des professionnels travaillant auprès d'enfants et d'adolescents. Nous allons tenter de mieux comprendre les mécanismes du harcèlement, les signes à reconnaître et surtout comment agir pour y mettre fin. Pour cela, nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau 3 invités. Tout d'abord, Valérie Bécard, qui est l'épouse de Caleb Bécard, qui est aussi pasteur de notre église sœur que nous aimons tant, l'église d'Eva. Alors Valérie, tu es maman aussi d'une petite fille également, et tu nous apporteras ton témoignage de cette période douloureuse de ton enfance, mais également comment de façon extraordinaire Dieu est intervenu dans ta vie avec l'aide et l'appui en parallèle évidemment de professionnels. Christelle, tu es coach scolaire, ah oui, tu es aussi mariée, voilà, tu es maman de 2 grands-enfants. Et tu es coach scolaire et tu rencontres également des ados et en situation de harcèlement scolaire, entre autres, sur le décrochage scolaire aussi et sur la motivation scolaire, mais on en reparlera en fin d'émission. Et puis nous avons Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Dans l'exercice de ta profession, tu es au contact journalier avec des adolescents et tu nous apporteras ton expertise et une définition plus juste du harcèlement dans sa globalité et les moyens qui existent aujourd'hui dans le cadre de la vie scolaire pour prévenir le harcèlement scolaire. On va commencer tout de suite avec le témoignage de Valérie, un témoignage poignant mais qui explique bien le contexte du harcèlement scolaire. Alors je sais que Valérie, c'est toujours un peu délicat d'aborder cette période de ta vie, mais on t'écoute attentivement, sens-toi libre et partage-nous cette période de ta vie. Alors moi ça a commencé plutôt tôt. Ça a commencé en primaire, donc j'avais à peu près 6-7 ans. Et ça commence toujours par des petites choses, des petites moqueries, des bousculades, de l'isolement. Et puis progressivement, ça va crescendo. Après, il y a eu des choses, par exemple, qu'on prenait de mon sac, qu'on cachait, qu'il fallait que je retrouve. Et puis les petites moqueries, tout ça, se sont transformées en bousculades de plus en plus fortes avec, à un moment donné aussi, des gestes physiques où j'ai été frappée, giflée et tout ça. Donc là, ça a commencé un peu plus. Et il y a des moments concrets aussi, comme par exemple une fois, donc j'étais en CE2, j'avais 7 ans et j'avais la puberté qui commençait, donc je commençais à avoir des brassières. Et à ce moment-là, il y avait 3 plus grandes filles qui m'ont coincée au niveau des toilettes et qui ont voulu regarder sous mon t-shirt et ils se sont moqués de moi parce que ça commençait à pousser que je devais porter des brassières. Donc il y avait ce genre de situation qui prenait place. Et puis après, il y a aussi... Alors, à mon époque, il n'y avait pas tout ce qui est téléphone, réseaux sociaux, mais vu que j'habitais dans un petit village, on habitait tous au même endroit, donc ça se passait aussi à l'extérieur et on voyait que cette influence, en fait, continue aussi en dehors de l'école. J'ai déjà été étranglée, enfermée sous une cage d'escalier dans le noir où je ne savais pas sortir par moi-même. J'ai dû attendre que quelqu'un m'ouvre. Donc, ça a forcément créé beaucoup de peur, d'anxiété, une très mauvaise estime personnelle et jusqu'à un moment donné où j'étais vraiment suicidaire parce que je voyais pas comment est-ce que ça pouvait changer et on me disait, il y avait surtout une personne qui amenait les autres à me faire du mal et ce qui peut être blessant, c'est que même les personnes qu'on apprécie à un moment donné peuvent être pris dans le jeu et aussi nous blesser, c'est ça. Et donc, il y a un moment donné, on voit plus le bout du tunnel et on sait pas comment est-ce que ça peut se régler, quoi. Cette période a duré combien de temps, Valérie, si tu pouvais estimer, entre le moment où ça commençait, ces brimades, et juste à ce geste, à cette optique de mettre fin à tes jours, quoi. Ça a duré 3 ans, mais c'était à mes 9 ans. D'accord. Ouais.
Jacques, on entend ce témoignage un peu glaçant, hein, mais qui doit être commun dans ton activité au quotidien. Est-ce que tu peux nous redéfinir exactement dans sa globalité ce qu'est le harcèlement et ce qui ne l'est pas? Quelle est la limite entre, à partir du moment où on peut parler de harcèlement, et là entre autres de harcèlement scolaire? Alors, c'est, oui, malheureusement du quotidien, hein, dès lors qu'on est avec, pour mon cas, avec des adolescents, on a ces attitudes assez courantes, puisque les ados ne font pas toujours la différence entre la moquerie, le jeu et ce qui n'est pas le jeu, le jeu dangereux. Voilà, au départ, oui. Et un certain nombre de choses. Le harcèlement, le Code de l'éducation le définit avec 4 éléments. Le premier élément, c'est de la violence. Elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être psychologique. Et deuxième élément, c'est le côté répétitif et ciblé sur une même personne ou un même groupe de personnes. Le troisième élément, et là on le voit bien dans le témoignage, c'est dans l'établissement scolaire, dans une institution d'éducation, et aussi à l'extérieur. Et d'ailleurs, avec le cyberharcèlement, parce que c'est l'extérieur, mais c'est même sur le cyberespace. Oui, c'est l'évolution, justement, voilà. La continuité de... Et le quatrième élément, c'est l'impact que ça peut avoir sur la personne, hein, avec un trouble à la fois des apprentissages, mais aussi sur la santé physique et psychologique de la personne. Alors, c'est important d'avoir cette définition-là, parce que quand on doit faire un signalement, ou quand un parent doit faire un signalement, s'il peut déjà définir ces 4 éléments, ça permet justement d'identifier plus clairement qu'on est bien dans un cas de harcèlement. Alors, après, il y a aussi dans les groupes d'ados, beaucoup de chamailleries. Hein. Moi, j'ai connu des chamailleries qui sont sans cesse répétées, sans cesse, où chacun, si c'était du harcèlement, ils s'harcèlent mutuellement sans cesse. On a des histoires de moquerie aussi sans cesse. Cela dit, que ce soit du harcèlement, de la moquerie ou de la chamaillerie, de toute façon, il faut gérer la situation, parce que ça a un impact soit sur l'ambiance du groupe, sur l'ambiance de classe, si on est dans le cadre du harcèlement scolaire, et ça ne favorise pas les apprentissages. Donc, oui, il y a des limites. La limite va être... ce qui va changer, c'est qu'un harcèlement avéré, c'est un délit. D'accord. Et c'est devenu un délit récemment. C'est devenu un délit. La moquerie, on est encore dans l'éducatif, mais qui nécessite quand même une intervention, punition, voire sanction. Voilà, donc on voit un peu et la limite, elle est très ténue, et on voit bien, parce que ça peut commencer par de la moquerie, ça commence comme ça, et ça peut dégénérer assez rapidement, puisqu'après on va s'en prendre au plus faible, celui qui réagit moins, celui qui est moins équipé pour agir, et ça peut finir sur du harcèlement. Oui, puis on voit là, il y a de l'agression physique, il y a des gestes déplacés, on rentre quand même dans quelque chose qui est bien plus que je me moque parce que tes chaussures ils sont pas belles, ou parce que malheureusement, parce que peut-être tu étais devenu un petit peu le petit mouton noir de la classe, ou alors qu'on disait un petit peu le chouchou de la maîtresse. Hein. On disait souvent, non mais le harcèlement commençait souvent par là. Mais là, on voit que Valérie, tu étais une élève lambda. Oui, je suis arrivée après, d'autres se connaissaient déjà, donc je pense que le fait que je sois arrivée plus tard, c'est peut-être ça qui a provoqué le fait que ça a plus été sur moi. Si on regarde, le témoignage montre tous les éléments du harcèlement. On les a tous. Maintenant, le pourquoi du harcèlement, qu'est-ce qui fait qu'on va s'en prendre à quelqu'un? Il n'y a rien d'objectif. Il y a des éléments qui sont aussi, c'est aussi l'état de la société, malheureusement, puisqu'il y a aussi des thématiques qui suscitent du harcèlement, mais des fois, il n'y a rien un détail physique, une attitude, je ne fais pas partie du groupe, avec aussi les phénomènes de groupe, on peut amener à avoir des phénomènes régressifs dans les groupes, ou des choses, dans les classes, là on le retrouve dans le témoignage, puisqu'on voit même des copines qui finalement s'associent aux harceleurs qui deviennent complices du harcèlement. Un autre élément dans le témoignage qui était aussi important, on voit qu'il y a des degrés de responsabilité différentes. Il y a des meneurs, il y a ceux qui participent, et il y a ceux qui entendent mais qui disent rien, mais qui quand même, un harceleur sans cautionner, sont passifs. Voilà, mais pour autant ne prennent pas soin et ne signalent pas alors qu'ils devraient le faire. Christelle, je voudrais me retourner vers toi. Tu as l'habitude de recevoir
ce type de témoignage, je suppose, au quotidien. Toi, en tant que professionnel, coaching auprès de ces enfants-là, quelle est la première démarche que tu as envers ces enfants lorsqu'ils t'expliquent? C'est de les écouter. Comment ça se passe lorsqu'un enfant vient te voir? Je pense que la première démarche, en fait, qui est la plus compliquée à mettre en place, c'est recréer, en fait, la confiance avec l'adulte. Parce que c'est vrai que des enfants qui ont vécu des situations de harcèlement ont forcément perdu confiance dans leur père, puisque ça se fait entre enfants, mais également dans l'adulte, bien souvent, parce que à un moment donné, ils ont essayé de parler à quelqu'un qui n'a pas eu une oreille attentive, qui n'a pas pris au sérieux, qui n'a pas entendu en disant mais laisse-toi pas faire, quoi. Voilà, réagis, laisse-toi pas faire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de faire parler à un enfant qui a vécu du harcèlement, qui, en fait, un enfant qui vit ces situations s'enferme dans le silence. Oui, il est traumatisé aussi. Parce que les peurs, parce que la peur de blesser les parents, la peur qu'à un moment donné, les parents soient au courant, et puis on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas ce que ça va servir à quelque chose, la souffrance. Donc ce qui est très difficile, c'est de créer de la confiance et de pouvoir être à l'écoute, une écoute attentive, et puis de faire exprimer l'enfant. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser plutôt par des images, de manière détournée, puisque finalement, c'est très compliqué de mettre des mots, et c'est souvent par des alternatives très créatives. On peut mettre des mots, on arrive à comprendre. Et est-ce que tu sens ces derniers temps qu'il y a justement de plus en plus de personnes qui viennent te voir en disant, alors je ne sais pas le schéma de comment on arrive à te rencontrer, c'est les parents qui viennent, mais est-ce qu'on a de plus en plus ces derniers temps, ces derniers mois, avec l'actualité justement, où on vient verbaliser en disant c'est du harcèlement scolaire, où on arrive déjà avec le diagnostic. Alors j'ai plusieurs cas de figure. J'ai le cas de figure d'une maman qui s'inquiétait que son fils vive du harcèlement. Elle voulait que je fasse quelques séances avec lui. L'enfant n'a pas réussi. Alors c'est très compliqué. Je n'ai pas réussi à faire dire à l'enfant qu'il vivait du harcèlement parce que c'était les copains, parce que c'est normal. Les enfants finissent par intégrer. Et c'est ça ce qui est destructeur en fait. C'est vraiment cette perte d'estime de soi. À un moment donné, c'est de ma faute ou c'est de ma responsabilité. C'était pas méchant. Il voulait jouer. Et l'enfant en fait finit par croire et intégrer que c'est normal. Je suppose qu'il y a des signes avant-coureurs. Tu parles de signaux d'alerte, Jacques, souvent. Quels sont les signaux qui pourraient, moi, en tant que parent, m'alerter dans le comportement de mon enfant, qui pourrait rentrer justement dans l'oppression d'un harcèlement quelconque? Jacques, peut-être quelques signes d'alerte. Tu parles souvent. Oui, je vais quand même rebondir sur ce que disait Christelle. Effectivement, on constate la culpabilité de celui qui harcelait, qui se sent responsable de sa situation. Et ça, c'est vrai, ça facilite pas les choses. Alors, par contre, les signes, la difficulté de trouver des signes, c'est que souvent, c'est des petits signaux. Et c'est des signaux faibles. Et pouvoir apporter de l'importance à un élève qui s'isole, qui n'est pas dans le groupe, qui n'a pas de camarades, qui pleure en classe, dont il n'explique pas, ou dans le groupe et qu'il n'explique pas pourquoi, une baisse des résultats, la peur de venir à l'école, des troubles alimentaires, il somatise à juste, réellement, ou alors on voit aussi qu'on a des élèves qui s'inventent entre guillemets des maladies. On se rend compte qu'il y a une peur de venir, du coup la phobie scolaire, après aussi, la phobie scolaire qui peut aller là. Donc il y a des stratégies de contournement, effectivement, puisque c'est douloureux. Donc la difficulté, c'est de repérer ces signaux-là. Et même dans la classe, pour des enseignants, des éducateurs, en fonction de l'institution où on est, oui, il y a de la moquerie. Oui, il y en a. Mais à partir de quand on peut dire attention, il faut qu'on soit en alerte parce que ça se répète, parce que tout ça est difficile. Quel est le rôle? Moi, je me mets à la place d'une professeure des écoles qui constate ça dans la cour de récréation ou dans la classe où ça devient récurrent. Quel est un petit peu les moyens qu'elle a, qu'on lui donne pour pouvoir justement vous alerter ou aller plus loin avec des associations? Quel est le cheminement quand je constate que dans ma classe, il peut y avoir éventuellement du harcèlement? La première chose, c'est sensibiliser l'enseignant, l'éducateur, peu importe le statut de la personne, c'est de la sensibiliser à ne pas négliger les signaux faibles. Parce que par définition, ils sont faibles, donc difficiles à entendre. Donc c'est vraiment les sensibiliser, les former à être en alerte. Et une fois qu'on est en alerte, après,
il faut le signaler au chef de service, au chef d'établissement, à l'inspecteur, à la personne qui est responsable, pour mettre en alerte l'ensemble. Parce que si on veut faire grief à quelqu'un, il faut aussi que les faits soient établis, il faut aussi que... Donc il y a de l'observation, et puis aussi pouvoir arriver à faire parler le jeune, et parfois ça met du temps, puisque moi j'ai des situations où on a mis 3, 4 mois, 5 mois avant de découvrir des situations extrêmement graves. Puis la peur des représailles aussi. C'est ça. Forcément, oui, c'est intimidant. Un enfant, si j'en parle, ça va être pire. Finalement, ils vont m'attendre dehors et puis là, il n'y aura plus personne pour me protéger. En fait. Oui, et puis le problème aussi de loyauté à l'égard de la famille, parce qu'on peut les amener à faire des choses, voire voler dans la maison, des comportements déviants qui les parents ne sont pas au courant, et la loyauté, le défaut de loyauté à l'égard de la famille, tout ça, c'est des freins qui sont très solides, qui font qu'on a du mal à faire parler. Mais toujours est-il que, pour moi, la première chose, c'est d'être très sensible aux signaux faibles pour qu'on les prenne en compte et qu'on essaie de les gérer. Après, tant qu'on n'a pas les éléments, on ne peut pas agir. Bien sûr. Mais voilà, il faut être en alerte. Aujourd'hui, à quel moment, Christelle, on peut faire appel à tes services? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le médecin généraliste qui conseille les parents d'aller voir un coach comme toi, ou est-ce que ou un psychologue ou un psychiatre, ou peut-être rentrer dans un processus ou rencontrer... Est-ce qu'il existe des associations de parents qui ont subi ça et qui peuvent donner des clés des clés, des moyens, déjà pour que le parent se sente moins seul, parce que pour un parent, ça doit être angoissant d'amener son parce que j'imagine, si je l'observe, j'amène mon gamin à l'école, c'est les mettre dans la gueule du loup, c'est terrible, et toute la journée, on vient récupérer son enfant, on se dit, mais dans quel état je vais le retrouver ce soir, à l'irréparable, on l'a vu dans des cas d'actualité où l'enfant, très très jeune, j'ai entendu 12 ans, 13 ans, passer à l'acte suicidaire. Donc est-ce qu'aujourd'hui, à quel moment on vient faire appel à toi? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les professionnels de santé? Il y a une prescription? Alors, c'est plutôt par rapport à un symptôme qui n'est pas forcément le harcèlement, parce qu'il n'est pas forcément détecté ou détectable, parce qu'il est très dur, en fait, de parler aux parents. Donc, l'idéal, à un moment donné, son enfant va pas bien, tiens, je le sens en repli, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est déjà comment je peux essayer d'accueillir la parole, comment je peux essayer de lui permettre de s'exprimer, mais c'est pas, est-ce que tu subis du harcèlement à l'école? Bien sûr que l'enfant va dire non. Pas verbaliser, mais c'est de se dire, tiens, je sens que t'es pas bien en ce moment, je te sens triste, il y a quelque chose qui se passe pas bien, comment tu te sens, de quoi tu as besoin, est-ce que tu as envie de m'en parler? Peut-être l'enfant a une bonne relation avec son parent, va l'exprimer. Est-ce qu'il y a plus de garçons, de filles? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge un petit peu un peu plus ciblé, où ça peut aller de 7 ans jusqu'à 15, 16, 17 ans. Il n'y a pas de critère type, en fait. C'est vraiment des enfants qui ont très peu d'estime d'eux, en fait, qui ont des failles souvent parce qu'ils n'ont pas beaucoup confiance en eux, des gentils, en fait, qui ont peur de blesser les autres. Et voilà, après, il n'y a pas d'âge type. Mais souvent, c'est vrai que les enfants viennent pour le symptôme. Tiens, l'enfant est anxieux, il fait des crises d'angoisse, ou une chute, une baisse de résultats scolaires. Forcément, le mot de harcèlement scolaire sur une pathologie. Ça peut être perte de poids, ça peut être une nervosité. C'est ça. Donc souvent, l'enfant s'est détecté comme ça. L'enfant vient pour un symptôme, baisse de motivation scolaire, crise d'angoisse, des choses qui ne vont pas. Puis on arrive finalement en allant chercher les freins. À un moment donné, à voir les parents en disant... Je crois que, là, on est face à un cas de harcèlement. Et là, c'est toi qui mets le levier vers des psychologues, peut-être un psychiatre, peut-être une thérapie de groupe. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est ça, toi qui fais le relais. C'est faisable. Donc, soit l'enfant en parle aux parents et ça se passe bien, on a un échange et on peut agir. Mais de toute façon, même si l'enfant... La première chose, c'est que l'enfant parle. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui est estime de soi. Exprimer ses émotions, estime de soi. Ça, c'est quelque chose de... Parce qu'en fait, à la limite, l'idée, c'est de se dire, même si mon enfant n'est pas bien, je sens qu'il a peu de confiance en lui, comment je peux prévenir ces risques? Parce que l'idée, c'est de ne pas arriver trop tard. C'est de se dire, en fait, renforcer son estime de lui, qui il est, la valeur qu'il a, sa confiance en lui. Et à partir de ça, l'enfant va pouvoir construire une affirmation de lui, être capable de dire non, de mettre des limites, ce qui fait qu'à un moment donné, le harcèlement n'aura plus lieu. En fait, ça joue plus, puisque finalement, l'enfant, il est assez résistant, il n'y a plus cette vulnérabilité. Et Jacques, tu en as parlé tout à l'heure aussi, c'est crescendo avec le
le cyberharcèlement aujourd'hui, parce que c'est pas que physique. Je pense que tu le disais quand on en parlait en aparté, que voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, ça peut... Toi, ça s'arrêtait dans le cadre scolaire, bien que ta situation était un peu atypique, mais ça se poursuit dans la soirée, dans la nuit, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et généralement, comme il n'y a pas le physique, ça peut aller crescendo très très vite dans du harcèlement, dans le cyberharcèlement. Hein. Et tu es confronté, je pense que tu règles beaucoup de situations de cyberharcèlement au quotidien. Tout est lié, parce que de toute façon, ça ne s'arrête jamais au cadre de l'école. Donc ça continue sur les réseaux sociaux. Et même mieux, moi j'ai vu des parents d'ados participer avec le compte de leur enfant au harcèlement, de surenchérir. Voilà, de surenchérir, d'aller provoquer et du coup des réactions qui sont pas bonnes avec des situations qui mènent à des situations dramatiques. Donc c'est vrai que, et là, moi j'acquiesce pleinement sur le problème. Ce qui fait souvent que des jeunes finissent par nous dire qu'il y a du harcèlement, c'est quand on fait des actions de prévention. Parce que là, on sensibilise tout le monde et les copains vont dire, bah oui, il y a eu ça, et du coup, ou le jeune, du coup, va oser le dire. Et dans la prévention, il y a la prévention où on travaille vraiment sur le harcèlement. Il y a des heures de prévention qui sont prévues dans la période scolaire, comme pour la drogue, comme pour... Alors, dans le contexte scolaire, dans le cadre du CESC, le Comité d'éducation civique et à la santé et aussi à l'écologie, il y a des actions qui sont mises en place. Et pour aller plus loin sur la problématique du harcèlement, effectivement, on peut travailler sur le harcèlement, mais aussi sur ce qui va équiper le jeune, parce qu'effectivement, l'estime de soi, c'est fondamental, savoir dire non, c'est fondamental, mais aussi travailler, et moi je sais que l'empathie, et aussi pouvoir... moi, une thématique, d'ailleurs, quand j'ai des situations de harcèlement, je demande aux jeunes de réfléchir sur l'objet, personne, moquerie, humour, parce que toutes ces notions-là, c'est pas clair dans la tête des jeunes. Défini, et du coup, pour pouvoir mettre, si on met pas, on pose pas le diagnostic, si on met pas le vrai mot sur ce qui se passe, sur la situation, ça reste flou dès lors qu'on met des mots, du coup, ça devient quelque chose d'exploitable, d'utilisable, et le jeune va pouvoir se situer. Quand je aussi sur la notion de jeu, il y a des jeux, ce que j'appelle sadiques, il y a des jeux, et là, j'en arrive à la moquerie. Avec les défis qu'on a aujourd'hui. Voilà, il y a des jeux qui sont dangereux, il y a des jeux qui sont acceptables, il y a des jeux qui sont, oui, je voulais jouer, j'étais pas méchant, et à chaque fois, c'est le même scénario. Je voulais pas faire mal, n'empêche que... faire prendre conscience. Et les harceleurs, est-ce que les harceleurs sont toujours conscients de... est-ce que c'est... à quel moment il y a une prise de conscience, là j'ai été trop loin, est-ce que tu as déjà rencontré des harceleurs qui ont dit je vais trop loin, là ça a été trop loin, et qui font une rédemption un petit peu de leur état, c'est rare. Alors pour la petite parenthèse, c'est pas le profil de jeunes que je reçois qui viennent en coaching. Bonjour, je suis harceleur. Même si au final la faille est la même, il y a un problème d'estime de soi, mais qui est perçu différemment. C'est bien parce on essaye de donner quelques clés pour vous aider si vous êtes dans cette situation-là. Valérie, on va te réécouter parce qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que tu en es sortie avec un moyen extraordinaire qui est aussi la rencontre d'une personne extraordinaire qu'on a tous rencontrée, qui est Jésus. On va passer à la deuxième phase de ton témoignage qui est glorieux parce que tu en es sortie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es sortie de cette phase-là de façon glorieuse ? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, j'étais arrivée au point où je voulais me suicider, et parmi les signaux qu'on parlait, que je pouvais émettre auprès de mes parents, j'avais des soucis de santé qui commençaient avec des problèmes de digestion. Moi, c'était par le dessin. Mes dessins ils devenaient de plus en plus noirs, explicitement sur la mort et tout ça. Et jusqu'à donc ce jour où je savais que là, j'étais toute seule, et j'avais pris la décision de m'enlever la vie. Mais je me suis dit, OK, avant, je vais crier à Dieu, parce que ça faisait... donc à ce moment-là, j'avais 7 ans, ça faisait 2-3 ans que mes parents allaient à l'église, s'étaient convertis. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas comment ce Dieu dont on parle à chaque dimanche, il est un Dieu d'amour face à autant de souffrances. Et je ne comprends pas comment on peut dire qu'il est un Dieu proche alors que je vis tout ça. Donc je me suis dit, je vais crier à lui. S'il me répond,
je lui donnerai ma vie, mais s'il ne me répond pas, je passe à l'acte. Et donc, j'ai vraiment crié à Dieu, je lui ai exprimé toute ma colère, mes angoisses. Tu avais quel âge? 7 ans. 7 ans. Donc, je lui ai vraiment exprimé tout ça. Et j'étais une petite fille qui disait pas trop de gros mots et tout ça, mais là, j'ai cherché tous les gros mots du monde qui existaient pour lui exprimer, enfin, l'insulter. Extérioriser tout ça, tout ce qu'il y avait là au fond. Ma colère que j'avais. Et alors que j'étais dans ce moment-là, j'ai juste entendu une voix vraiment claire et audible qui m'a dit « Mais Valérie, qu'est-ce que tu dis à Dieu alors que c'est ton Père qui t'aime et qui prend soin de toi ?» Et cette voix était tellement remplie de douceur et d'amour, alors que moi, je disais que des paroles méchantes et en colère, que ça a juste percuté mon cœur. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi-même, j'ai dit plein de choses mauvaises, j'ai fait plein de choses mauvaises, et j'ai commencé à juste pleurer. Je suis tombée à genoux, et sa présence a vraiment rempli la pièce où j'étais. Je me suis rendu compte vraiment que le terme aujourd'hui qu'on connaît, que j'étais pécheur et que moi aussi j'avais blessé le cœur de Dieu, et je lui ai demandé pardon pour tout ce que je venais de dire, mais aussi pour toutes mes erreurs. J'avais pas encore ce mot-là de péché à ce moment-là, mais j'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec lui, et j'ai compris que c'était Jésus que je venais d'entendre dans ce moment-là, et quelque chose vraiment de miraculeux s'est produit, parce que alors que j'avais vraiment beaucoup de tristesse, d'angoisse, de peur, j'ai senti comme si quelqu'un prenait la haine et la colère, l'enlevait, puis mettait de l'amour, de la paix en moi, enlevait de la tristesse, puis mettait de la joie. Et oui, après l'estime personnelle, ça a dû être un travail progressif, mais vraiment de l'amour pour moi-même, parce que du coup, effectivement, mon estime était très basse. Et puis, j'ai pu commencer une démarche déjà avec Dieu, et vraiment Dieu m'a aidé à grandir, évoluer. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ces moments-là, c'est les psaumes. J'étais impressionnée de voir à quel point David et les autres étaient à l'aise d'autant parler de leur joie que de leur tristesse, de leur défaite, avec des mots clairs et nets, et je comprenais que moi-même je pouvais être pareil avec Dieu, et ça m'a vraiment aidée. Et en fait, à mon époque, il y avait pas tout, on parlait pas autant du harcèlement scolaire et tout ça, il n'y avait pas toutes ces préventions. Donc c'est vraiment Dieu qui m'a aidée progressivement à mettre des mots sur ce que je vivais. Et quand mes parents ont réellement compris, ok, ils savaient que quelqu'un m'embêtait à l'école, mais alors ils pensaient pas du tout que c'était à ce point-là et que c'était en groupe. Donc quand ils ont compris, ils sont intervenus. Donc ils ont rencontré la directrice, et ce qui est bien tombé, c'est que c'était vers la fin de l'année. Donc au final, après, je changeais d'établissement. Donc ça a vraiment permis un changement total d'environnement. Et ensuite, j'ai été prise en charge par des psychologues. Donc ça, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et quelque chose que j'aimerais dire, c'est que des fois, on n'accroche pas tout de suite avec un premier psychologue. Et parfois, il faut en faire plusieurs. J'en ai fait 3-4. Mais il ne faut pas se décourager dès le premier pas. Mais ça m'a vraiment aidé à travailler du coup sur mon estime personnelle, à pouvoir travailler sur les choses. Il y a un cheminement après de restauration, dont parlait Christelle. Et ça, ce cheminement est important, parce qu'on souligne le caractère extraordinaire du miracle, où Dieu t'a sauvé d'une mort certaine, t'a redonné confiance en toi, une estime de toi, et puis l'amour du Père. Je crois que c'est extraordinaire quand on se sent aimé, c'est ce que tu exprimes. Tu as pris conscience, il y a eu un virage, et après ce virage, il a fallu retrouver un équilibre et une ligne droite, et c'est là justement, Christelle, l'importance, et tu soulignais, Jacques, de mettre en parallèle, et c'est pas c'est incompatible d'aller voir. Aujourd'hui, c'est un petit peu tabou de se dire je suis chrétien et je vais voir un psychologue ou une psychiatre, une psychiatre ça va encore, mais un psychologue ça va encore, mais psychiatre c'est encore, on rentre dans une autre démarche, parce que je ne sais pas s'il y a eu besoin derrière d'une posologie pour t'aider. Des fois ça arrive, ça peut être aussi un soutien, donc c'est important d'avoir cet équilibre. Christelle, peut-être aussi un mot sur toute cette période qui peut être long, et dire aux parents, le processus peut prendre du temps aussi. C'est ça, c'est un début de chemin. Il y a une porte qui s'ouvre, il n'y a pas de baguette magique, c'est de se dire l'estime de soi, c'est un chemin de vie, déjà pour des personnes qui vont plutôt bien, alors en plus pour des personnes qui ont vraiment été détruites, parce que le harcèlement, c'est un des facteurs qui fait qu'il y a une dévalorisation complète et une destruction complète. Donc la reconstruction se fait dans
petit pas, un petit pas à la fois, une pierre à la fois à l'édifice. Mais c'est vrai que c'est important de se dire, ben voilà, j'ai entamé cette démarche et après, avec la grâce de Dieu, ben voilà, ça prend forme et on arrive à retrouver sa valeur, à comprendre qui on est et à sortir de cette honte, de cette culpabilité, de toutes ces émotions. Honte, hein, tu parles de honte, de la honte. Parce qu'à un moment donné, on peut être dans la honte. C'est ce qui souvent permet justement de ne pas avoir le jeune qui en parle parce qu'il a honte d'en parler. En fait, c'est une honte. C'est une tare, voilà, c'est ça. Je veux pas subir ça et en fait, je le subis. J'ai honte parce que je sais pas me défendre et en fait, et voilà, c'est plus ce sentiment de honte et de culpabilité. Notre émission est toujours trop courte. On aimerait en faire plusieurs, mais je pense qu'on a donné quelques clés et l'expertise de votre intervention et puis la force de ton témoignage, Valérie. J'espère vraiment que si vous êtes en face de cet écran, peut-être que toi tu es jeune, tu as 15-16 ans et on a peu verbalisé ta souffrance, et si les parents vous avez entendu, eh bien voilà, on est là aussi pour pouvoir vous aider. Donc Christelle, on va donner les coordonnées après dans les commentaires, là on peut te contacter, n'hésitez pas en tout cas. On va conclure notre émission un peu différemment puisqu'on va se retrouver sur notre plateau mais avec Summer. Summer, bonjour. Nous sommes heureux de t'accueillir sur notre plateau pour la première fois et nous allons désormais ajouter à notre émission une conclusion spirituelle à notre échange. Tu fais partie donc de l'équipe pastorale de l'église Lille Métropole et tu es mariée à Sam, qui est également pasteur. Et tu es maman de 2 petites têtes brunes également. Yes. Au cours de cette émission, nous avons mis en parallèle 2 stratégies pour enrayer la spirale du harcèlement scolaire. Une approche dans l'accompagnement auprès des professionnels, sans mettre de côté l'intervention divine de Christ également. Ou l'inverse, hein, il n'y a pas quelque chose qui est plus important que l'autre. Hein. Pour faire tomber les préjugés, c'est ce que je disais en début d'émission, peux-tu nous donner ton avis en tant que pasteur et maman également sur cette double thérapie, dirais-je? Oui. Bon, le rôle de l'Église, c'est sûr que c'est important, le rôle de chaque croyant auprès de nos enfants, les ados, pour avoir soit ce rôle de prévention, soit ce rôle d'écoute, soit ce rôle de discernement de ce qui se passe chez nos enfants ou les enfants qu'on connaît dans nos communautés. C'est aussi important de savoir que quand on prie, on sait que Dieu agit, que Dieu est capable de guérir les cœurs, comme on a entendu dans l'histoire de Valérie. C'était vraiment très poignant. On voit l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu dans nos cœurs quand on vient avec le cœur brisé. Il sait prendre tous les morceaux et recoller et nous guérir et nous restaurer. Mais comme aussi dans l'histoire de Valérie, c'était pas puisque Dieu fait ces choses, je vais mettre de côté oui, puis ça un se passe suivi. Pas en un clin d'œil, quoi. C'est ça, oui. Il y a une vraie révélation, comme elle l'a dit, de l'amour de Dieu pour elle. Il y a une prise de conscience. Il y a d'abord une première guérison et après il y a toute une démarche dans laquelle aussi on peut inviter peut-être les membres de l'Église qui se disent voilà, mais est-ce que j'ai le droit d'aller voir, parce que souvent c'est tabou, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre, pardon, comme Christelle, une coach pour nous aider à recoller un peu les morceaux. C'est ça. Et il y a des personnes qui sont formées professionnellement pour savoir, pour connaître et reconnaître les mécanismes, les troubles, les situations qui peuvent être provoquées. Et ils ont aussi des clés grâce à leur formation qui peut accompagner autant les parents que les enfants ou les jeunes dans cette reconstruction. Parce que parfois, je pense que même pour les parents, il faut qu'on puisse aussi être accompagné parfois si on voit que nos enfants... aussi du cheminement de l'enfant, tout à fait, savoir quel est mon rôle en tant que parent, est-ce que quelqu'un peut m'aider et je crois pleinement que le Saint-Esprit peut nous inspirer et je crois aussi pleinement que quelqu'un dans un rôle professionnel, psychologue ou autre, peut accompagner et donner les clés pour accompagner les enfants, les ados. Et Valérie le disait tout à l'heure, elle disait, voilà, j'ai trouvé le bon, quelque part, au bout de 2, 3, et puis aussi peut-être dans la prière, dire, voilà, permets-nous de trouver le professionnel qui va bien correspondre à l'enfant, parce qu'après il y a un feeling qui passe ou pas.
comme je disais, comment prier pour et avec mon enfant en tant que chrétien, en tant que papa, maman, pour l'accompagner au mieux dans cette phase si douloureuse. Comment je peux au quotidien, comment prier avec lui et pour lui. Oui, comme on prierait, je pense, pour n'importe quel trouble ou traumatisme qu'on peut vivre avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'écoute, avec cet accompagnement très présent en disant on va prier ensemble chaque soir ou chaque matin, quelque chose qui montre je suis présent avec toi. Avant de partir à l'école, avant de partir à l'école ou en rentrant de l'école ou avant de se coucher, parce que j'imagine que le soir, quand on doit dormir, si on est troublé, c'est compliqué pour dormir aussi. Juste de marquer vraiment notre présence avec notre enfant et puis que l'enfant nous entende parler à Dieu vis-à-vis d'elle ou de lui. Et que si l'enfant est à l'aise, qu'on invite aussi l'enfant à prier ensemble et que ça soit quelque chose qu'on fait ensemble. Il peut avoir aussi un verset biblique clé. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais parfois angoissé. J'avais ce psaume merveilleux qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu mets ta sécurité dans ma demeure. » Et je sais que moi, je l'avais mis au-dessus de mon lit et je le lisais tous les soirs. Et c'était une vraie thérapie également. Oui, tout à fait. La parole de Dieu a une puissance, on le sait très bien. Le Saint-Esprit inspire nos cœurs à travers la parole de Dieu, touche nos cœurs et peut même nous transformer, nous restaurer à travers la puissance de la parole de Dieu. Donc c'est une vraie arme. Autant ça, la prière, ce sont des armes que nous avons en tant que croyants dans cette situation. C'est avec cette conclusion qu'on va achever notre émission. Merci en tout cas, Summer, pour ton éclairage et ton apport à ce débat. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à participer à cette émission et j'espère qu'on a été utile à travers des propos et des échanges et des intervenants qui ont été présents. J'ai pris beaucoup de plaisir avec toute l'équipe à réaliser cette émission. Si vous avez envie de réagir à cette émission, laissez-nous en commentaire, juste en bas, dans les commentaires de la chaîne YouTube. Ainsi, vous allez retrouver aussi un email dans les descriptifs et aussi tous les coordonnées de Christelle si vous souhaitez aussi la rencontrer. Et Jacques donnait aussi différentes associations qui pourront vous aider et vous accompagner pour justement sortir, parce qu'il y a une solution. Et c'est là le beau message de conclusion, c'est possible d'en sortir. Et n'oubliez pas, dans cette émission, nous prenons le parti de parler vrai, sans langue de bois, et de toujours mettre carte sur table.